But for now, I want to move into our Young Cares panel for the day and Maintenant, have j'aimerais vous people who présenter have nos this jeunes experience proches really aidants get to qui sont comment ici on this pour and nous share parler such a aujourd'hui. On va richness pouvoir there. And I think profiter de la richesse de leur returning to lived expérience et experience en retournant à platform une view expérience is vécue de how ce we're point going de to make vue-là, c'est sense comme of what ça qu'on we've va been through vraiment so arriver far. à So I'll comprendre ask our les tenants et aboutissants panelists to de ce join me up on de the ce qu'on a stage. appris aujourd'hui. Donc, je vais demander à mes panélistes et présentateurs, présentatrices de venir me rejoindre sur la scène. Just allow me a minute to get my other notes here since Donc, we're going merci to de the me donner juste un laptop instant last pour que time. j'aille chercher mes notes ici. All right, so welcome. Super. Donc, merci Um, beaucoup. we have Bienvenue. three panelists with Nous us avons trois today. présentateurs, présentatrices aujourd'hui. I'm hoping that maybe we can just go down the line and have you introduce J'espère que nous yourselves. pourrons vous Tell us a demander de little vous bit about présenter une what personne à you la care for fois. Parlez-nous des and personnes dont vous how you've prenez been soin, involved. comment vous êtes Nick, impliqué. I'll start with you. Nick, Yeah. on commence avec vous. Test, 1, 2, 3. Okay. Oui, Hello, bonjour. everyone. My Bonjour tout le name is monde. Nicholas Ici Coverdan. I Nicholas am a Copperden. PhD Je candidate at suis Concordia candidat au doctorat à University in my l'Université de last year. Concordia. Je suis à ma And dernière année yeah, my work is et on mon working travail, class Concordia. oui, on a des gens de Concordia Okay, cool. The ici. Concordia gang's here. Right Ah, on. super, la gang de Concordia est Yeah, là. and my work is on Et donc, oui, mon young travail carers, se but more concentre sur les specifically, I take jeunes it from proches an aidants, mais intersectional spécifiquement, perspective, je and I'm m'attarde à looking at l'aspect things such intersectionnel as pour race, réfléchir ethnicity, aux enjeux de race, disability, ableism, all those d'ethnicité, things, how they de intertwine into capacitisme, the young comment carers tout cela experience. s'entremêle And pour I have a formuler brother who l'expérience experiences d'un mental jeune health proche issues. aidant. That's my J'ai une mère introduction qui a des into the problèmes young carer. de problèmes de santé mentale, donc c'est pour Hi, ça que j'ai hi un rôle everyone. de proche aidant. Oui, bonjour Yes, tout le my name monde. is Emery. Ici I'm an Anne-Marie. interdisciplinary Je artist, so a suis lot of artiste my work centers interdisciplinaire. around Beaucoup de knowledge mon translation travail for the art concentre sciences, le but I transfert also look d'informations dans at le domaine issues des around sciences, accessibility and mais je access. réfléchis beaucoup Um, aussi au I capacitisme et à have experience l'accessibilité des being a services sociaux. carer. J'ai moi-même I été grew up jeune with proche a aidante. chronically ill parent, J'ai and grandi I have a avec sister un who parent has chroniquement malade et j'ai severe une sœur mental qui health issues, a des severe enjeux de depression santé and mentale, de suicidality. dépression et And d'autres from problèmes the age psychologiques she was assez sévères. 17, Et donc, I de l'âge cared de 11 à for 17 my ans, great grandmother j'ai pris soin de who went to death. I mon was her arrière-grand-mère. primary caregiver at the time. J'étais And sa she lived proche with aidante us j'étais sa for principale proche aidante à l'époque. quite a while in the Elle a last few vécu years. avec She had nous dementia très as well, so I'm longtemps very et aware kind of what dans les we dernières années, elle experienced. a développé des problèmes de démence aussi. Personally, Donc, je though, suis assez sensible à ce I type do d'expérience. have kind Personnellement, of a complicated j'ai relationship with une the young relation assez carer compliquée identity, avec l'identité de jeune proche some aidante. reluctance to claim it. J'ai une petite I think because réticence à réclamer we're Gen ce Z, I was titre. Quand diagnosed with j'ai cancer, which Quand j'avais resulted in a 17 ans, j'ai eu physical un disability. diagnostic de So during cancer qui a that time, I résulté à un handicap received physique et acute pendant ce care. temps-là, j'ai reçu beaucoup de soins de And santé I would say I have kind et of a je dirais reciprocal que j'ai un rapport un relationship peu with my réciproque partner. dans ma He famille et helps me avec dans navigate ma the relation reality amoureuse. of Mon that partenaire physical m'aide à disability. naviguer les réalités So I'm hoping that I de ce can kind of handicap physique. come here Et donc, today j'espère pouvoir and talk a little bit aujourd'hui about the vous presentations of parler caring, of des interdependence. différents rôles du Yeah, that's soin à it. domicile et un peu Thank you. d'interdépendance. I'll just say that Merci, ça fait le Emery tour pour moi. very graciously Merci jumped in beaucoup, for the last moment to Anne-Marie, replace some of d'être our avec nous à la panelists. dernière minute. Unfortunately, Elle a Shannon accepté de wasn't venir à la able to dernière join us. minute pour remplacer Shannon, qui malheureusement n'a pas But pu I se joindre à want to nous. recognize that her Mais je veux juste contributions to our reconnaître que discussions sa as we put contribution this à nos together really guided where we're conversations going de with the préparation discussion. nous ont vraiment beaucoup aidé à Benjamin, orienter vous nos êtes propos aujourd'hui. ici, décrire votre Yes. expérience. So, hi everyone, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Benjamin Cahuela, j'ai 46 ans. Je suis franco-hongrois d'origine. Ça fait 10 ans que j'ai la chance de vivre au Canada, 5 ans en Ontario et 5 ans maintenant au Québec. Moi, je suis venu vous parler aujourd'hui pour témoigner de mon expérience de proche aidant et vous parler de mon frère Mathieu. J'allais dire mon petit frère Mathieu, mais mon petit frère a 42 ans. C'est mon petit frère pour toujours.
qui est né avec un handicap de naissance, donc pas de maladie définie, pas de trisomie, rien de tout cela, juste ma maman a eu les oreillons pendant qu'elle était enceinte. Et donc, je suis l'aîné de 2 frères, dont Mathieu, et je voulais partager mon expérience et un contexte familial un peu particulier, puisque j'ai perdu mon père à l'âge de 17 ans, et plus récemment, ma maman durant la Covid. Et tout cela, évidemment, ça apporte tout un lot de défis au quotidien, que ça soit aussi bien en Europe, que ça soit aussi bien euh, en Ontario, dans une autre province, ou au Québec. Et je suis très heureux de participer avec vous à ce symposium. Merci de m'avoir invité. Thank you. I think that we have a real benefit from all of you being a little bit Je crois older. que nous avons vraiment la chance d'avoir des gens ici qui sont un peu plus vieux. Euh, Nous allons pouvoir profiter de votre capacité à réfléchir en rétroaction à comment cela vous a affecté. Et je voulais vous demander comment est-ce que vos rôles ont changé, comment vos perspectives ont-ils changé depuis que vous prenez soin des membres de vos familles. Introduction into being a young carer only happened 2 Le years début ago. de And I think like that ma is a compréhension de really ce qu'est important un takeaway. I'm jeune proche 26 right aidant, now, c'est and arrivé il y a 2 ans. 2 Moi, j'ai years ago 26 ans I maintenant et found il y a out that 2 ans I'm not the only one. seulement, Like I just thought it j'ai was appris something que that, c'était pas you know, juste moi it's qui the étais dans family cette secret. No one situation-là. talks about this. Moi, And je pensais que I c'était le felt secret like no one else familial, que personne had n'en went parlait through that et que experience. And personne d'autre ne when you're vivait in ce type your d'expérience. late teens and your early Lorsqu'on 20s, est you're à la kind of fin de discovering yourself and finding notre that out. adolescence, And de notre vingtaine, on to se not découvre en have fait et a de ne name to that pas experience, avoir to un feel like terme pour isolated. nommer ce qu'on And vit, c'est très isolant those were the things et that I felt. And ce that's how my sont les perspective has choses changed as I avec come lesquelles to moi j'ai understand dû that there's composer. Ma a lot perspective a of young changé maintenant carers que in je Canada, but comprends qu'il y a also vraiment beaucoup de across the proches world aidants that jeunes gave, au Canada, mais like, aussi à to put travers it la colloquially, planète. like I felt seen, like I felt Et like donc, there was someone, ça m'a there's aidé à other me people out sentir there vue, à me sentir who were reconnue, à also savoir experiencing the qu'il same things. y a And d'autres gens also qui for vivent des myself, choses it comme moi. wasn't dealing with Et physical pour moi, ce disability, it n'était was pas mental juste health related issues, and that I felt was really complex. ce n'était But that donc was the pas main juste une takeaway in terms question of d'aide physique, mais looking in aussi hindsight and psychologique. Et ça, ça densifie le yeah, problème. and how that has changed and gave clarity to the experience. Et donc, And tout ça, ces Benjamin, définitions-là you m'ont already donné beaucoup de mentioned lucidité et de that clarté there dans mon was some expérience. chapters Benjamin, vous avez changes déjà in the loss mentionné of your qu'il y a parents. I eu wondered, des gros changements avec la perte de vos along with those parents. changes, Euh, did your Dans ce kind of contexte-là, est-ce que self-definition, votre how you saw that définition de change, vous-même a recognizing, identify changé? yourself Est-ce with your que parents? votre façon de vous identifier, de Ça, vous c'est réfléchir a très bonne changé? question. Effectivement, le fait d'avoir, donc dans mon parcours de vie, j'ai été bombardé, responsable, chef de famille à l'âge de 17 ans, malgré le fait que j'ai grandi avec mon frère que j'aime de tout mon cœur, mais dans un contexte familial, on va dire, traditionnel, sans vraiment de soucis particuliers. Et suite au décès de mon père, qui est survenu vraiment comme ça, de façon très abrupte, suite à un cancer foudroyant, je me reconnais dans pas mal de choses qui ont été dites ici, notamment la minorité invisible, c'est-à-dire d'un jeune qui grandit avec son frère, qui cherche à l'aider dans son quotidien. Puis moi, j'ai toujours eu une sensibilité quant à ça et grandir avec. Mais c'est sûr qu'au travers des années et des accidents de vie, ben, comment dirais-je, cette étape-là, c'était difficile. Emery, you kind of spoke to this a little bit, so maybe Anne-Marie, vous en avez un peu parlé vous aussi, et donc j'aimerais savoir, pour vous, quand est-ce que vous avez entendu ce titre de jeune proche aidant pour la première fois? Moi, c'est quand vous avez commencé à travailler à Ami Québec. Fair point. So 2 years ago. Donc, ça fait 2 ans. Oui. Et je crois que c'est remarquable parce que, comme on le sait, votre expérience a été tellement majeure dans votre vie. Et donc, c'est fou que ça vienne tout juste rentrer dans notre champ de conscience. Et maintenant, en parlant de conscience, comment est-ce que la culture impacte ces dynamiques? Nick, votre recherche s'intéresse aux jeunes proches aidants racisés. Vous avez choisi d'élargir votre étude à une compréhension spécifique de Yeah. l'intersectionnalité dans The votre main domaine. reason why Oui. I had originally started off
La raison principale, au début, je faisais une étude sur les proches aidants racisés et je me suis juste rendu compte que j'allais pas réussir à trouver ces personnes pour les étudier parce que c'est une catégorie qui est difficile à donner aux gens et je peux en parler davantage plus tard, mais l'un des plus gros problèmes, c'est que d'attacher plus de surveillance à un groupe qui fait déjà l'objet d'une surveillance accrue et disproportionnée, c'est une expérience très difficile. Il y a beaucoup de questionnements. Euh, Lorsque, historiquement, on a eu des expériences négatives avec les figures autoritaires, qu'est-ce que ça veut dire d'ajouter plus de présence autorité, plus de présence d'autorité dans sa vie? Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qui arrive lorsque on prend un objet et on en fait un objet sociologique, qu'on lui donne des définitions. Qu'est-ce que les gens concernés doivent faire avec ces définitions? Et j'ai une expérience concrète à vous partager. Je faisais une entrevue avec quelqu'un avec qui on parlait de culture et il nous parlait de comment leur père était dans un bureau gouvernemental en essayant d'avoir de l'aide. Et puisqu'il n'y avait pas de traduction disponible, le père s'est beaucoup énervé, il s'est fâché. Et donc, la fille de 16 ans a dû lâcher son cours d'école pour venir l'aider à comprendre ce qui se passait. Et donc, on peut comprendre un peu comment ce manque de compréhension tombe sur les épaules d'une personne de 16 ans qui doit aller aider son père à obtenir de l'aide pour son problème de santé. Donc, on peut voir comment la culture peut énormément impacter l'expérience des jeunes proches aidants. Benjamin, I want to make sure that the interpreters can do it if I speak in French. So I'd like to address Benjamin, but en tant qu'immigré français au Canada, avez-vous ressenti une différence culturelle dans la façon d'aborder les soins ou est-ce que votre culture, penses-tu qu'elle a influencé votre vision d'être proche aidant? Ok, merci pour la question en français. Euh, Évidemment que la culture et dont on vient influencent énormément la personne que nous devenons. Et tout cela, c'est vraiment un défi quand on est un immigré, malgré le fait que j'estime, c'est le mot que tu as employé tout à l'heure, est-ce qu'on est un bon citoyen? Est-ce qu'on fait la bonne chose? C'est la personne que je cherche à être. Mais malgré tout, au travers de mon propre vécu, de ma culture, de mon expérience de vie, il est certain que comment dirais-je, l'approche même à l'handicap est totalement différente d'un pays ou d'un continent à l'autre. Je ne veux pas faire de généralité, je déteste faire cela, mais on pourrait dire que par exemple en Europe, on va peut-être beaucoup plus se tendre à spécialiser, à trouver immédiatement une personne ressource pour individualiser peut-être comment dirais-je, des pistes, des plans d'action et aider les personnes comme moi-même et mon frère à aller dans le bon sens, alors qu'ici peut-être au Canada on est plus dans l'inclusion, mais une fois de plus je ne veux pas faire de généralité et ce serait ce qui me saute immédiatement au visage. Donc c'est ni bien ni mal, c'est juste un constat à aujourd'hui. Merci. Emery, for you, Et Anne-Marie, pour vous, quel rôle la culture joue-t-elle dans ce contexte pour vous? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Oui, je crois que j'ai mentionné plus tôt aujourd'hui que l'approche aidance, c'est un enjeu d'intersectionnalité. Il y a différentes compréhensions de ce qu'est l'intersectionnalité et ce que c'est l'approche aidance. Moi, en tant que personne queer, c'est un peu une généralisation, ce que je vais dire, mais pour moi, le soin est intrinsèque à l'idée d'une vie queer. Je suis très... euh, j'aime la notion de la famille choisie et je crois que
Nous pouvons re-questionner la structure de la famille nucléaire pour réfléchir aux façons dont les réseaux de soutien et d'entraide peuvent émerger dans les communautés queer. Et je crois que pour moi, c'est quelque chose qui me rejoint culturellement. Oui, et d'avoir cette communauté qui devient en fait un sens de communauté et il y a vraiment une importance à avoir ce sens d'appartenance. Il y a ce contrat de soins entre les générations, entre les communautés qui fait office en fait de filet de sauvetage pour les individus. J'étais très excitée d'avoir ces conversations aujourd'hui avec le panel, les panélistes, parce que nous avons beaucoup parlé de capacitisme et comment le stigma et le capacitisme est intrinsèque à notre société, comment cela a des impacts directs pour les proches aidants, les jeunes proches aidants. Donc, j'aimerais vous demander très ouvertement comment vous vous sentez par rapport à cette question. Peut-être qu'on peut commencer par Nick, si ça vous va. Oui, donc, en matière de capacitisme et de discrimination contre les personnes qui vivent avec un handicap ou avec des difficultés de santé, ayant une mère malade, il y a beaucoup de stigmas autour des mères qui n'arrivent pas à prendre soin de leur enfant. Il y a un article qui a été publié par Dr. Grant Charles à l'Université de la Colombie-Britannique qui a écrit qu'il est très rare pour une personne, parent, qui est malade ou qui a des problèmes de santé, jamais est-ce qu'un parent cesse complètement de s'occuper de ses enfants. Et même l'aspect de soins de proche aidance, le concept, lorsqu'on y réfléchit avec des personnes qui ne connaissent pas ce terme, ils refusent toujours ça parce que non, comment tu veux que je m'occupe de ma mère? On dirait que c'est complètement contradictoire. Et donc, c'est une compréhension très capacitiste de ce qu'est le soin qui doit être réciproque, etc. Et ça fait en sorte que souvent, le jeune proche aidant ne peut pas divulguer son expérience parce qu'il se fait donner le miroir de prendre le rôle du parent. Et cette stigmatisation empêche vraiment beaucoup de personnes de réclamer l'identité de proche aidant ou de jeune proche aidant. Anne-Marie, vous avez mentionné cette tension entre le fait de prendre soin de quelqu'un d'autre alors que soi-même, on a besoin de soins. Pouvez-vous parler un peu plus de ces concepts et de la façon dont on peut approcher ça? Oui. Je veux dire, le capacitisme, c'est jamais agréable à recevoir. Je suis d'accord avec ce que dit Nick. Quand j'étais jeune, mon père avait un problème immune, une maladie auto-immune, et donc il a vécu beaucoup de chirurgie quand j'étais jeune. Et donc, par conséquence, il a aussi souffert de beaucoup de crises d'épilepsie ou de crises de cœur. Et maintenant, je peux réfléchir quand je voyais que les symptômes s'en venaient, il se tenait dans ses bras pour éviter de trembler. Je voyais les signaux et donc je faisais le tour de la pièce. Je m'assurais qu'il avait accès à de l'eau parce que la surchauffe du corps peut empirer ces symptômes, mais il était tellement bon à gérer ces symptômes que ça me semble injustifié de réclamer ça comme étant ma lutte, mon effort, parce que c'est comme si je ne reconnaissais pas le travail qu'il faisait lui-même pour se traiter, prendre soin de lui. Le montant de travail qu'il mettait pour activement nous protéger de sa maladie m'empêche de réclamer ces termes. Lorsqu'on parle de capacitisme, en fait, une partie du problème, c'est qu'il y a tellement peu de représentation de personnes en situation de handicap. Et pour des gens comme mon père, qui est situé un peu dans un entre-deux, il est
il ne correspond pas au stéréotype de ce que c'est d'être un malade. Et donc, pour moi, c'est difficile de réclamer cette identité-là parce qu'il a du mal à réclamer l'identité du handicap parce que ça veut dire, s'il le faisait, qu'il endosserait en quelque sorte les stigmatismes qui sont attachés publiquement à la notion du handicap. Et cette association avec le soin que donc il doit recevoir par sa famille, c'est le sacrifice, c'est le don de soi. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de nuances à ça. Je crois que ça fait partie un peu du problème. Parce que même si les proches aidants ne sont pas familières avec les politiques anticapacitistes, instinctivement, ils savent que s'ils revendiquent leur rôle ou qu'ils se nomment comme tels, ils devront composer avec le stigmatisme associé. Oui, je crois que spécifiquement pour les jeunes proches aidants qui ne se reconnaissent pas non plus dans leur rôle lorsqu'on se fait présenter avec cette étiquette, c'est là qu'elles doivent faire face à ce dilemme. OK, si je m'identifie à ça, ça veut dire que la personne avec de qui je prends soin devra aussi subir les impacts du jugement social de cette identité. Je crois que l'enjeu de la stigmatisation peut être particulièrement difficile à vivre lorsqu'on vit avec des handicaps, spécifiquement des handicaps psychologiques. Benjamin, penses-tu qu'il y a des différences quand on soutient quelqu'un qui est en situation de handicap versus, par exemple, une personne plus âgée ou quelqu'un avec des troubles de santé mentale? Est-ce qu'il y a une différence en cette question de stigma? Bah, bien entendu, à mon sens, la distinction, le distinguo devrait tout le temps, en tout temps être fait, c'est-à-dire que une personne qui a une déficience mentale, une personne qui est frappée par l'autisme, par la Mongolie ou n'importe quelle autre maladie mentale, et une autre personne qui a un vécu familial différent, évidemment, ne peut pas prétendre aux mêmes soins. C'est quelque chose qui, à mon sens, devrait être tout à fait individualisé et non pas généralisé, même si, de par ma modeste expérience, je pense que l'inclusion, c'est quelque chose qui devrait être très présent dans notre société et essayer autant que possible de vivre heureux tous ensemble. Mais il faut trouver le juste milieu entre des soins qui seraient personnalisés, adaptés, versus l'inclusion. Mais ça, c'est un vaste débat que je réserve aux professionnels. On commence déjà. No, in accessing the supports and in C'est having aussi d'avoir accès à ces soutiens, c'est aussi les discussions avec qui on engage. Alors, on a besoin de parler de cet enjeu de langage, et aussi pour les populations migrantes, les francophones à travers le Canada, pas ici, ou les anglophones ici au Québec. Le fait juste d'avoir accès aux services médicaux dans votre première langue, c'est tellement important, et parce que sinon, ça renforce les stigmatisations et tout ça. Et je ne sais pas si vous pourrez parler de ces enjeux. Alors, je suis assez récemment arrivée à Montréal et je continue d'apprendre le français. Vous voyez avec mes écouteurs que je ne suis pas encore bilingue. Alors, je veux juste dire prendre l'approche de cette question que le soin que moi je reçoive, c'est mon partenaire vont aller à chaque rendez-vous que j'ai pour le spécialiste prothèse. Il va venir avec moi parce que c'est la première langue du spécialiste. Et on va dire qu'il y a beaucoup d'anglophones qui vont pas être capables d'avoir leur service dans leur langue. Alors, à part de ce climat politique, juste le fait d'avoir un aidant ou une amie qui est là pour faire la traduction pendant ces moments clés, et c'est un moment tellement essentiel. Je pense
Et souvent, c'est pas reconnu et c'est surtout quelqu'un en vivant un handicap et souvent, il faut se lutter tellement pour se faire reconnaître. Hum, c'est vraiment cette traduction qui vient aussi d'avoir quelqu'un qui peut faire l'interprétation plus objective de qu'est-ce qui se passe autour de vous et d'assurer que l'information vient d'une source dans laquelle vous faites confiance. Alors, je voulais juste savoir si votre travail comme jeune aidant a eu une influence sur vos études. Oui, tout à fait. Alors, donc, une fois de plus, moi, j'ai immigré il y a quelques années. Donc, j'étais en Europe le temps de ma scolarité. Et ce qui s'est produit, c'est que, ayant un frère en situation de lourd handicap, ça m'a fortement perturbé en fait dans mon cheminement personnel et dans mon habilité à me concentrer. Et d'ailleurs, je remercie le docteur Becker pour son intervention ce matin, qui pour moi, à l'âge de 46 ans, je pense qu'aujourd'hui, toutes les lumières se sont allumées. J'ai eu plein d'autres réponses parce que malheureusement, c'était une autre époque, un autre temps. Et j'ai jamais eu accès à aucune ressource, aucune aide, ni même de par mon vécu familial. Je veux dire, j'avais des parents aimants qui ont fait tout ce que je pense qui était bon pour nous. Mais malgré tout, il y a eu d'énormes lacunes, d'énormes carences. Et j'avais, ce matin, j'ai une image, là, je vais vous la faire partager. J'avais comme l'impression, donc une fois de plus, je ne suis pas là pour parler de moi, mais c'est une réalité, c'est-à-dire d'avoir un manque que je ne pouvais pas combler par moi-même, scolaire. Et l'image qui me vient en tête, c'était comme d'être un peu dans une baignoire avec de l'eau au-dessus de ma tête et puis d'appeler au secours, de crier, crier, crier au secours, mais que personne n'a jamais su en fait venir m'aider, j'allais dire me sauver. C'est pas me sauver parce que je suis là et je suis heureux dans ma vie aujourd'hui et j'ai aucun souci. Mais c'est juste que ça, c'était un défi très, très fort dans ma scolarité et que là, aujourd'hui, je suis très heureux. Je m'excuse, là, je parle un petit peu de tout, là, mais c'est des sujets tellement forts pour moi et tellement importants que j'aimerais tellement qu'après un colloque comme celui d'aujourd'hui, qu'on puisse, c'est Madame Archambault, je pense, et le docteur Becker, à l'aide de professionnels et puis d'intervenants comme vous, vraiment pas essayer de changer le monde, là, ça, c'est vraiment des grandes phrases, mais que chacun individuellement, on puisse apporter quelque chose dans notre univers de travail ou dans notre univers de vie, et puis aider au maximum les personnes en situation d'handicap, évidemment, numéro 1, ou des personnes en situation de différence, mais c'est surtout qu'on puisse apporter des outils quels qu'ils soient, que ce soit, je pense que les débats là qu'on a eu ce matin à la table, la diversité, la communication, la politique, etc., sont des choses très enrichissantes pour qu'on puisse concrètement changer quelque chose. Non, je pense que ça dit long que la question par rapport à la parcours scolaire, que ça relève toutes ces émotions, toutes ces pensées, toutes ces idées de ce qui signifie la journée. C'est parce que l'école, c'est la première association avec la jeunesse, c'est la première pensée, c'est le lieu où se trouvent les jeunes. C'est un place à débuter et c'est une place de priorité pour avoir un impact aussi. Tous nos efforts vont être ressentis dans le milieu scolaire, j'espère. I think everything that we do will be felt in education system because that's Alors, je pense que tout le travail, on a vraiment besoin de mettre accent dans les milieux scolaires parce que ça, c'est où on trouve les jeunes. From what I understand, young carers can have kind of different reactions to school. Alors, on pense à des différentes réactions dans l'expérience scolaire. Peut-être leurs expériences, c'est qu'ils ne cherchaient pas, ne trouvaient pas le soutien qu'ils avaient besoin ou c'était juste un autre devoir ou d'autres voyaient ça, les jeunes aidants, voyaient l'école plus comme un lieu pour échapper de les difficultés quotidiennes. Et même si on sait sur la moyenne, les jeunes vont manquer 2 à 3 jours d'école par semaine, même s'il y a beaucoup de ces jeunes mettent la valeur sur l'école, il y a souvent les craintes qui vont être
obligés à quitter pour continuer leur rôle comme jeune aidant. Alors, comment est-ce que vous voyez ça? Alors, j'ai vu mon expérience personnelle un peu différente de ce que j'ai lu dans d'autres livres. Vous voyez que certains individus qui ont besoin de quitter l'école à cause de cette fardeau de soutien, mais non, c'est pas le fardeau, c'est vraiment la responsabilité d'être jeune aidant. Et moi, je suis allée dans complètement la différente direction. J'étais un élève exceptionnel. J'ai pu faire un doctorat ou aller vers le doctorat, mais moi, j'ai été motivée par un manque de sécurité dans moi-même. Je savais que je voulais m'isoler pour être la meilleure étudiante possible parce que j'avais pas assez de stabilité et la peur me motivait pour me pousser à travers l'école. Et oui, sur le papier, j'ai les bonnes notes, mais aux racines, c'était l'isolement, la peur et tout ça, d'où venait cette énergie. Alors, quand je lisais les livres sur les jeunes aidants, hein, et je voyais un peu qu'il n'y avait pas les bonnes notes et quitter l'école, mais et c'était pas ma propre expérience. Mais puis, ça m'a frappé quand Dr. Solbecker a mentionné qu'il référait à cette idée que les jeunes vont peut-être utiliser l'école comme une manière de s'échapper. Et moi, je viens de Toronto et je suis venue à Montréal pour m'échapper de ces sentiments extrêmes que je voyais, que je vivais dans ma maison. Et ça, c'est quelque chose que je voulais véhiculer à travers cette conversation. C'est en regardant vers le futur. Oh, peut-être c'est pas plus facile, mais c'est plus facile à observer les étudiants et étudiantes qui pas des bonnes notes à l'école et ils vont mériter plus de ressources, mais peut-être il y a des étudiants et étudiantes comme moi-même qui ont bien fait, mais ils sont motivés ou affectés par les mêmes difficultés comme instabilité et peur de manque des ressources et tout ça. Alors, je voulais aller vers un peu l'audience pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Alors, un des premières affaires, c'est identifier. Comment on peut identifier les jeunes aidants à travers tout le spectre de possibilités, peu importe c'est quoi le niveau qu'il est, les services ou le soutien qu'ils nous offrent. Comment est-ce qu'on peut les voir, savoir où ils sont, c'est qui est responsable de les trouver et essayer de leur offrir le soutien dont ils ont besoin. Alors, en ce moment, on va toujours comme peut-être avoir le réflexe de regarder comment c'est compliqué ces situations et trouver ces personnes de confiance, c'est vraiment difficile. Alors, ma question, c'est plus, comment est-ce qu'on peut trouver la confiance et créer ce lien de confiance avec les personnes qui offrent le soutien, avec un sujet qui est tellement sensible? Alors, moi, je vois que c'est vraiment la reconnaissance, je pense que c'était une des thématiques principales aujourd'hui, si on commence à reconnaître. C'est un discours général plus populaire. Les personnes vont être plus capables d'identifier intuitivement les jeunes aidants et aussi les jeunes aidants peuvent s'auto-identifier et ça serait moins de plonger parce que vous avez déjà cette fondation pour bâtir la confiance. Et on voit déjà que les organismes communautaires, que moi, personnellement, j'ai eu des difficultés dans cette zone, dans le milieu médical. J'ai eu beaucoup, peut-être, stress dans ce milieu, je vais dire, en général. Et que le soutien clé que moi je sentais, obligée de naviguer la santé mentale de ma sœur, c'était vraiment les ONG. C'était encore les personnes qui ont fait la traduction des différents processus bureaucratiques difficiles pour nous. Alors, c'est vraiment la confiance qui est importante dans nos communautés et comment faire un liaison et supporter. Benjamin, je pense que on avait déjà parlé d'un sentiment similaire, que c'est vraiment les petites organisations comme ça qui sont juste si importantes
d'avoir. Puis je me demande, pour toi, est-ce que tu vois une façon où on peut avoir faciliter ce lien, si je peux dire ça? Oui, bien sûr. Consécutivement au plan d'action du docteur qui représentait 16 points, j'ai pas eu le temps de les voir, mais déjà, on a de la matière. Il me semble avoir noté la mesure 51 et 52. C'est la même chose de sensibilisation dans les établissements. Pour moi, là-dessus, il y aurait un gros travail de communication et d'information, d'éducation à fournir. Ne serait-ce qu'on parle du Québec, mais on pourrait parler quasiment du gouvernement au niveau du fédéral, puisque en fait, une fois de plus, ce que j'ai remarqué, c'est que d'une province à une autre, les fonctionnements sont différents. Et puis, à la fin, c'est juste la personne qui est en situation, qui est en demande de quelque chose, qui n'a peut-être pas l'accès à l'information. Et je remercie, par exemple, la Maison des parents handicapés des Laurentides, qui a été mon premier référent quand je suis venu m'installer dans les Laurentides, puisqu'avant, je vivais dans une autre région du Québec. Mais si je n'avais pas fait moi-même la démarche personnelle de chercher et de rechercher, et là, je remercie la Maison des parents d'enfants, des proches aidants des Laurentides. Mais avant cela, bon nombre de fois, je me suis fait pas mal recevoir, mais pas de quoi véritablement l'envie de poursuivre. Et ça, c'était comme quelque chose. J'ai 46 ans, je suis beaucoup plus épais et beaucoup plus aguerri que je ne l'étais à une époque. Mais je veux dire, si on remonte à 20 ans en arrière, et puis que tu appelles, tu demandes du soutien, et puis qu'on te donne aucune information, ou juste un numéro général qui n'a... Je me suis vu proposer le numéro de téléphone pour les alcooliques anonymes, là où j'étais comme... Donc, ces informations-là, à mon sens, devraient être accessibles. J'ai entendu le mot texto, mais de façon beaucoup plus simple. Et je parle au niveau régional, provincial, national, et puis même éventuellement, ça c'est peut-être mon esprit grand rêveur, mais que ça soit beaucoup plus simple au travers de tous les pays. Mais ça, ce sont des gens peut-être comme le docteur qui a fait des recherches dans plusieurs pays qui seraient capables d'apporter plus d'éléments de réponse. Thank you. I think that we'll probably kind of riff on this for a while, Ce but que je voulais peut-être continuer, ça risque d'être une thématique qui va continuer dans notre conversation, mais plusieurs d'entre vous ont dit que vous avez eu des difficultés ou des éléments compliqués de reprendre et utiliser cette identité de jeune aidant. Alors, est-ce que vous croyez que cette rôle comme jeune aidant était une grande partie de votre identité? Ou comment est-ce que ça a influencé, formé ta vie ou tes choix pour votre parcours? Alors, Benjamin, est-ce qu'on peut... Non. Bon. Pour ma part, le fait d'avoir eu un petit frère de 42 ans en situation de handicap c'est une expérience enrichissante pour moi, et je remercie la vie de m'avoir offert la chance de m'occuper de mon frère, parce que ça m'a donné une sensibilité, je dirais même une ultra-sensibilité, qui fait de moi, je l'espère, une meilleure personne. Mais c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, au travers de mes propres activités professionnelles, là, j'en ai pas parlé, donc, moi, je suis jeune chef d'entreprise, j'ai une compagnie de tennis, donc qui donne des cours de tennis là, un petit peu partout dans toute la région des Laurentides, donc entre Mont-Tremblant et Montréal. Mais au-delà de l'aspect professionnel, du service que je rends habituellement, j'ai comme quelque chose qui me pousse à toujours individualiser et d'aller rechercher, que ce soit des gens comme vous et moi, ou des personnes avec des besoins particuliers. Et là, je ne parle même pas de situation de handicap, mais d'autres affaires. Et ça, je remercie véritablement mon frère, parce que je pense que j'ai cette sensibilité que j'ai développée au travers des années. Et j'en suis très heureux et très fier. Voilà. merci. That's what I was going to say is like Je pense que je voulais dire ça. Votre vie professionnelle semble que c'était vraiment formé par cette expérience, et je pense que c'est quelque chose partagé à travers nos panélistes. Et on n'a pas pu
discuter des activités plus récréatives. On parle des organismes communautaires, il y a tellement des lieux riches pour faire des interventions et on peut vraiment unir ces familles à travers les sports et d'autres activités, et surtout les activités que peut-être les membres de leur famille vont pas avoir accès à cause des enjeux du capacitisme. Alors, on a besoin de partager ça. Oh, et je voulais juste nommer juste les interventions culturelles. Tant qu'artiste, je veux nommer que même dans les lieux communautaires, de mettre une priorité sur les arts ou faire une traduction ou une interprétation des connaissances à travers l'art. Je pense que c'est vraiment important. Dr. Becker a mentionné comment les images peuvent bien communiquer qu'est-ce qu'on veut dire. Et souvent, l'art peut faire le tampon entre ces conversations difficiles, mais aussi on peut peut-être parler des enjeux et des sentiments et des expériences complexes et nuancées de ces expériences de soins. Alors, je pense que l'art, c'est aussi très important. Nicolas, je voulais savoir pour toi cette question sur l'identité. Est-ce que ça fait une grande partie de comment vous vous identifiez sur un niveau personnel? Alors oui, je fais mon doctorat sur les enjeux de jeunes aidants. Alors, il y a cette partie de cette conversation. Par contre, je réfléchissais encore plus sur ce sujet. C'est comme, alors, c'est 3 heures, 4 heures et normalement, j'appelle ma mère chaque journée entre 3 et 4 heures pour faire cette travail de soutien et soins. Alors, peu importe, même si j'essaie de pas porter attention, non, 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 c'est toujours là, ça fait partie de mon expérience vécue et qui je suis parce que j'ai cette expérience depuis tellement longtemps, hein, ça fait partie de moi-même. Et j'essaie de réfléchir aussi comment ça influence votre personnalité et qu'est-ce que vous allez être dans votre futur. Alors, quelque chose qu'on parlait dans un panel et on demandait est-ce que tout le monde s'est vraiment empathique, est-ce qu'on veut toujours faire plein aux autres personnes? Et oui, oui, on a. Des fois, c'est comme je parle au miroir quand je parle avec d'autres jeunes aidants parce qu'on partage beaucoup de mêmes éléments de nos personnalités sont semblables comme cette idée de l'empathie. Alors, ça fait partie de mon expérience vécue et ça fait partie de mon identité. Merci. Je trouve que c'est tellement incroyable ce que vous partagez. J'espère que tout ce qu'on fait en ce moment, on peut faire amener des jeunes aidants de reconnaître les forces qu'ils ont pu apprendre et les objectifs atteints à cause de ces expériences. Alors, ces jeunes ont tellement de connaissances de mieux comprendre comment l'intersection de différentes identités et les différents systèmes dans lesquels ils font partie, qu'il y a des intersections, soit qui vont créer des barrières à accès ou créer des nouvelles forces et réseaux. Alors, c'est vraiment de regarder les différentes forces et puis aussi, c'est quoi les besoins devant vous. C'est de parler avec d'autres, un jeune aidant avant vous, de savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu. Leurs histoires sont super inspirantes, surtout leur capacités, leurs forces, leur personnalité sont vraiment souvent inspirants. Alors, je veux vous remercier tellement. Je pense que tout l'organisation de ce symposium, sort vraiment des conversations que j'ai eues avec ces panélistes. C'est vraiment des questions que vous avez dans vos sous-groupes. Ça venait de nos discussions. Alors, je veux vraiment vous remercier, chacun de vous. Je pense que finalement, je ne sais pas comment on suit Laurent avec tous les enjeux qu'on a vus. Alors, j'aimerais peut-être juste demander à chacun de vous, c'est quoi un appel à l'action? Qu'est-ce que tu aimerais voir ou qu'est-ce que tu aimerais que toutes les personnes dans la salle aujourd'hui et à la maison, au bureau, en ligne, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils font? Un, deux. Ouais, il y aurait tellement de choses à, à demander, à suggérer, à demander. Mais moi, je pense que de façon vraiment très simple et personnelle, je pense que chacun d'entre nous ici, on a
une sensibilité à, à la différence, à la situation d'handicap. C'est juste de prendre, on a eu beaucoup de chiffres aujourd'hui, des 20% de la population, les 15% dans tel pays, les 10%. On voit que c'est un problème, c'est une situation majeure. Et en fait, que chacun d'entre nous, personnellement, fasse un plan d'action ou prenne une initiative, une action concrète de ce qu'il pourrait faire, donc soit pour aider un proche aidant ou être un bon citoyen. Moi, à titre personnel, en tant que jeune chef d'entreprise, ce que je m'efforce de faire, au-delà de mes activités, c'est par exemple, évidemment, j'essaie d'être inclusif autant que je peux, un maximum. Et par exemple, le sport adapté, c'est quelque chose qui m'est très cher. Il y a un énorme déficit de propositions. Donc moi, je parle pour ce que je maîtrise, c'est-à-dire le tennis. Partout où je vais, j'en ai parlé là récemment, à chaque fois que je conclus une entente avec une municipalité, une commission scolaire, une école, whatever, obligatoirement, l'option de sport adapté doit faire partie obligatoirement de l'entente que j'ai avec l'école, parce que ici au Québec, c'est beaucoup plus inclusif. Donc si c'est inclusif, bien entendu, c'est ouvert à tous. Et je travaille aussi très fort avec mon organisme, Tennis Canada, Tennis Québec, pour essayer de former d'autres cadres, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas juste des instructeurs qu'on envoie quelque part qui ne soient pas sensibilisés à tout cela. Donc moi, c'est ce que j'essaye modestement et humblement de faire. Yeah. Call to action. I think Alors, l'appel à l'action. what really struck me about the conversation Qu'est-ce que je vois avec les différentes conversations qu'on a eues aujourd'hui? again, the complexity of C'est vraiment à quel niveau l'identité de proche aidant ou jeune aidant, c'est complexe. Et souvent, ça va tomber dans les différentes falaises entre quand on parle de santé mentale, visibilité, c'est perdu parce qu'il y a tellement de différents éléments et aspects du soin en général. Alors, ça nous donne une opportunité d'essayer de mieux le cadrer tout ça dans une vision productive. Comme jeunes aidants, on a discuté un peu on hésite de réclamer cette identité parce qu'on ne veut pas le créer comme un terme médical que moi, j'ai besoin de ces services parce que ma vie est compliquée ou j'ai besoin de passer à travers ces défis. Non, alors, c'est essayer de voir c'est quoi les bénéfices à réclamer cette identité. Peut-être mieux comprendre, de savoir que vous avez un trou de capacité ou plein de connaissances qui sont importantes pour que les proches aidants, les jeunes aidants viennent de l'avant pour expliquer c'est quoi leur rôle et d'avoir plus de transparence, que c'est pas juste stigmatisé à l'intérieur d'une unité familiale. C'est pas juste que moi, je suis en train de travailler tellement pour une personne que j'aime. Non, c'est plus que quelque chose qu'on peut travailler ensemble et je pense que ça pourrait aider, cette déstigmatisation. Alors, j'aimerais faire l'écho de ce qu'Anne-Marie vient de dire. Je pense qu'il y a un appel à l'action. Comment je pourrais décrire? C'est vraiment la sensibilisation, d'avoir la compassion. Souvent, on parle des jeunes aidants cachés, les proches aidants cachés. Et oui, il ne faut pas oublier que peut-être certaines personnes veulent se cacher parce que ils sont plus en sécurité. C'est plus sécuritaire de ne pas être visible. Souvent, les personnes racisées avec et tout ça, ils vont se cacher de manière de rester en sécurité. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Que ça ne va pas rajouter plus de peur ou surveillance dans la vie des proches aidants. Alors, ça, c'est une réflexion importante. Merci tout le monde. Je pense que les personnes comme vous vont nous aider à aller de l'avant. Merci beaucoup.